Donc, merci déjà aussi bien à mon voisin de gauche et à Patrick de m'avoir invité pour essayer de continuer le décentrement ou le multicentrement de notre réflexion autour de ce qu'on appelle la peste noire. Ce qui m'ennuie déjà pour parler de la Chine, c'est que le terme peste noire, ça va être très difficile à trouver. Bon. Donc ça, c'est une chose. Alors, je vais passer rapidement un certain nombre de... autour d'un certain nombre de questions. On va commencer par quelque chose d'assez sûr, c'est-à-dire la troisième pandémie, hein, comme on l'appelle, qui commence... Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a la peste à Hong Kong, hein, qu'on signale en 1894, qui va être le début. Hein, c'est une peste bubonique qui atteint Canton et Hong Kong, avec l'origine, semble-t-il, dans le Yunnan occidental. Le Yunnan, c'est une province du sud-ouest de la Chine. Très très vite, dans la décade qui suit, les bateaux transportent des rats et il y a énormément de ports à travers le monde qui sont touchés et ça va être le début de cette troisième pandémie. Avec des conséquences, il se trouve que Hong Kong, à ce moment-là, est une colonie britannique et nous sommes à la fin de l'empire chinois, hein, des Mandchous, hein, qui va disparaître en 1911 dans des difficultés politiques, économiques. Et il y a un conflit immédiatement et une condamnation de la part des autorités occidentales. Hein, il y a une présence, et par exemple, vous pouvez voir une photo à Hong Kong. Immédiatement, on accuse toute l'attitude et le mode de vie chinois d'être responsable, en quelque sorte, de cette épidémie, c'est-à-dire pauvreté, saleté, etc. Donc ça, immédiatement, on disait qu'est-ce que fait la peste à la société? Et là, qu'est-ce qu'on fait de la peste? Là, c'est immédiatement instrumentalisé dans des débats conflictuels entre les autorités chinoises et les autorités occidentales. Bon, vous savez que c'est à cette occasion, en 1894, qu'Alexandre Yersin va donc mettre en évidence le rôle de Yersinia Pestis, qui au départ ne s'appelait pas Yersinia Pestis, mais il a donc en hommage à ce médecin, le bacille a été renommé par la suite Yersinia. Alors, il se trouve, peste pneumonique ou pulmonaire, si vous voulez, il y a un autre épisode très fameux, juste avant la chute définitive de l'Empire chinois, hein, en 1910-1911, en Mandchourie. Alors ça, c'est assez intéressant aussi parce que c'est la première fois que les autorités chinoises, qui étaient vraiment aux aguets, ont mis en place un certain nombre de mesures de santé publique qu'on pourrait nommer à l'occidental, c'est-à-dire aussi bien quarantaine, etc., par crainte extrême que cette épidémie ne soit l'occasion, hein, de la part aussi bien du Japon, de la Russie que des puissances occidentales, d'intervenir directement en Mandchourie.
Donc c'est, d'un point de vue histoire de la santé publique en Chine, c'est la première fois qu'il y a ce genre de mesures de santé. Alors là, vous avez, bon, je passe rapidement, mais enfin, il y a eu ça, c'est une sorte de caricature un peu terrible dans un journal russe qui était à Harbin. Et puis là, donc là aussi, c'est assez impressionnant, mais ça montre bien ce que c'était à ce moment-là, en 1910-1911, avec tout d'un coup, vous voyez, des mesures qui ressemblent, bon, masque, etc., à ce qu'on avait déjà mis en place d'un point de vue occidental. Alors je passe, là je ne vais pas faire du chinois, mais très rapidement quand même, il se trouve qu'aujourd'hui, le terme de peste due à Yersinia se dit épidémie due au rat, mais évidemment vous pouvez imaginer qu'au XVIIIe, au XVIIe siècle ou au XVe siècle, ce terme n'existait pas. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ça chez les auteurs chinois, chez les médecins, depuis 2000 ans ou plus, une réflexion autour des épidémies, des pestilences, mais rien ne nous prouve évidemment qu'à un moment, c'était la peste noire. Donc, je continue à faire... bon, il y a toujours la question du diagnostic rétrospectif. Là, je vais faire une mesure rétrospective. Je passe... Nous étions au 19e, et au 20e siècle. Nous voici maintenant juste avant la fin de la dynastie des Ming, où la dynastie des Ming, qui a été remplacée par la dynastie mongole en 1644... Donc il y a une lutte, les Mandchous donc, ne sont pas des Han, hein, donc, et il y a une période extrêmement difficile de transition entre les Ming et les Qing, hein, la dynastie Qing. Et il se trouve qu'un auteur, sur lequel j'avais fait un petit article, Wu Yoxing, s'est interrogé à la fin, autour de 1640, quelque chose comme ça. Le bouquin a été publié en 1642 et il s'interroge devant des épidémies extrêmement graves qui ont lieu à ce moment-là. Et donc il commence à décrire rapidement. Donc je ne vais pas le... Voilà. Il se trouve qu'on a eu pendant la dynastie des Ming de très nombreux épisodes épidémiques qui sont signalés, entre autres, dans les histoires dynastiques, mais sans précision particulière d'un point de vue médical. C'est-à-dire, on dit, voilà, il y avait des épisodes épidémiques, mais sans dire c'est le choléra, la peste, ou tout comme ça. On a toute une catégorie dans les histoires dynastiques officielles qui mentionne d'une façon très précise tous les ans toutes les catastrophes en quelque sorte, c'est-à-dire famine, épidémie, les criquets qui arrivent, les tremblements de terre, les choses comme ça. Et donc c'est ce sur quoi on peut se fonder, mais sans qu'il y ait une possibilité très de précision plus médicale. Cependant, voilà. Donc, alors, il y a un certain nombre, malgré tout, d'historiens de la médecine chinois, comme Fan Xinchun, qui argumentent, dit bon, à la fin du XVIIe siècle, on était devant là des épidémies de peste noire, car on a des symptômes qui font penser au bubon, par exemple, dans la description, sans que ça aille beaucoup plus loin. Mais ça, c'est tout le problème du diagnostic rétrospectif. On pourrait penser à d'autres épidémies graves.
Donc, ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il y a de nombreux témoignages qui soulignent l'extrême mortalité des épidémies pendant les années 1640. Il faut savoir que déjà, à la fin, pendant les années 1640 et avant, la décennie précédente, il y a eu à la fois des épidémies, mais des famines très importantes, des bouleversements climatiques et une dynastie qui était en train de chuter d'une façon économique et sociale et politique. Donc, on a parlé de nombreuses fois des histoires de causalité. La causalité peste entraîne une extrême mortalité. Il faut y aller très doucement avec ça. C'est-à-dire que, évidemment, si c'était la peste, il y a eu une influence, mais il ne faut pas oublier d'autres possibilités. Donc, dans les textes, on trouve souvent, voilà, il y avait une mort, il y avait 80 ou 90% de mortalité. Alors là, c'est la traduction d'un passage de cet auteur. Donc, pendant l'année Chongzhen, en 1641, voilà ce qu'il dit, le souffle épidémique se propagea, faisant de très nombreuses victimes au Shantung, au Zhejiang, dans les deux Zhili, du nord au sud. Le pire survint au 5e, au 6e mois, et toutes les familles furent touchées. Au début, les médecins, et c'est là qu'on voit la description s'arrête là, et ce qui a poussé le médecin à écrire son livre, c'est pas tellement de décrire les choses, mais dire, voilà, nous sommes de toute évidence devant une situation nosologique nouvelle, et toutes les explications qu'on avait auparavant ne fonctionnent pas, et de même que la thérapeutique est complètement sans efficacité. Donc il a proposé, en quelque sorte, presque une nouvelle catégorie nosologique, une nouvelle explication en créant des concepts donc on n'a absolument pas le temps de rentrer dans les détails, mais dit voilà, au début, les médecins prirent à tort la maladie pour une atteinte par le froid, qui est une grande catégorie nosologique dans la médecine chinoise, et appliquèrent un traitement en conséquence, sans se rendre compte du danger. Les malades pensaient qu'ils guériraient, ils vont tous mourir. Bon. Donc ça, c'est le livre en question. Nous sommes donc à la fin du XVIIe siècle. On va reculer encore un peu avec cette fameuse histoire de Kaffa. Bon, on arrive maintenant à cette pandémie de peste noire, la peste noire, hein. Et toute la question, depuis quelques années, il y a un certain nombre de collègues qui commencent à travailler de façon plus sérieuse sur la question, puisque déjà, Kaffa, comme vous le savez, donc à l'origine, c'est ce port qui était assiégé par les troupes mongoles. Et alors, il y a cet épisode où on raconte qu'ils ont balancé des cadavres dans la ville et que ce serait l'origine après de la peste. Donc, pour resituer un tout petit peu le contexte, il faut reculer encore et voir déjà quelle était la situation à partir du XIIe siècle dans toute la partie est de l'Asie. Comme vous le voyez peut-être, vous avez donc ce qui correspond à la Chine d'aujourd'hui. Il y a une partie de l'Empire chinois, donc la dynastie des Song, qui a été repoussée, c'est les Song du Sud, qui
qui a été repoussé par les attaques mongoles, et pas simplement mongoles, d'autres populations, dont les Tsin, que vous voyez là, qui auront pour descendants les Mandchous, qui prendront le pouvoir en 1644. Vous avez d'autres empires, l'empire des Xia, et puis rôdant autour de ça, les Mongols, avec le début de Gengis Khan et tout ça, et toutes les attaques. Nous sommes donc au XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, bon, là encore, c'est une autre, bon, c'est une carte certainement illisible pour beaucoup, à la fois parce qu'on ne voit pas grand-chose et tout est écrit en chinois. Donc, un soldat mongol, voilà. Et bon, ça, c'est une autre carte qui vous montre toutes les pendant un siècle ou un siècle et demi, l'ampleur et la vigueur des attaques mongoles à travers, depuis le nord, vers toute la Chine. La conséquence, il y a plusieurs conséquences, d'un point de vue temporel. Au début du XIIIe siècle, entre 1200 et 1232-35, il y a un empire des Xians qui a été totalement détruit par les Mongols, mais détruit d'une façon, c'est-à-dire toutes les villes étaient les populations étaient massacrées, enfin ça a été d'une violence extrême. Donc ça, avec des mouvements de troupes de très grande ampleur. On continue, et il se trouve que les Xians se trouvaient en gros au nord du Xinjiang, vous voyez, au nord du Tibet, un endroit, et c'est là qu'on retrouve la peste, où on a pu prouver d'un point de vue d'analyse grâce à la génétique des bactéries, c'est un lieu, un réservoir extrêmement important de Yersinia pestis, au sein certainement des populations de marmottes. Et comme certainement ça a été évoqué de nombreuses fois, vous savez que la peste, ce n'est pas du tout une maladie humaine. Normalement, c'est une maladie des rongeurs où il y a une sorte d'équilibre et tout ça. Et si la peste commence à attaquer les hommes, ce n'est pas obligatoirement une bonne idée d'ailleurs pour Yersinia pestis, parce que je me souviens d'une remarque il y a peut-être 40 ans lors d'un séminaire sur l'histoire de la médecine avec Gromec à l'école pratique des hautes études. Il dit non, pour une bactérie ou pour un virus, c'est une très mauvaise idée d'avoir une mortalité extrême, parce qu'une fois que tout le monde est mort, on ne peut plus continuer. Donc pour la peste, c'est un peu une erreur de s'attaquer à l'homme, mais bon, c'est peut-être plus fort que... Bon. Et il se trouve que donc Gengis Khan décide d'anéantir les Xians avec des mouvements de troupes extrêmement importants. Et il y a des auteurs comme Timothy Brook ou Robert Himes qui ont proposé comme hypothèse que ces mouvements de troupes, ce n'était pas simplement 3 chevaux, c'était énorme avec toute la cavalerie et tout ce qui suivait, avait pu même avoir des conséquences sur l'écologie locale. Quand vous avez 300 000 chevaux qui passent dans des territoires assez fragiles,
ça laboure complètement tout le terrain, là où se trouvent les marmottes qui vivent. Là, il y a toute une sorte de déséquilibre de déséquilibre de l'écologie locale, avec des possibilités par la suite de passage d'une infection purement pour les rongeurs, qui passe directement par l'intermédiaire des rats et des puces, éventuellement des rats, qui passe directement après chez les hommes. On ne sait pas trop, pour ce qui est des chevaux, si ils sont très très sensibles à la peste. On peut leur injecter comme ça, mais il ne semblerait pas qu'il y ait une mortalité énorme des chevaux. Donc il se trouve que après avoir détruit entièrement l'empire des Siens, Gengis Khan meurt en 1227, et c'est son fils qui se dirige pour prendre une autre partie, l'empire des Tin, qui se trouve à cet endroit-là, voilà, et qui va faire le siège de la capitale, Kaifeng. Et on a là une description de la part d'un autre médecin qui a écrit, le dénommé Li Cao, qui mentionne un certain nombre d'épidémies, mais qui après parle du siège voilà, qui a par les Mongols de Kaifeng en 1232. Alors vous voyez, nous sommes plus d'un siècle avant Kaffa, avant la peste noire qui va arriver en Europe. Et donc ce médecin écrit parce que, de la même façon que Wu Yaoxing, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est étonné, il se trouve devant une situation nouvelle, en quelque sorte, une maladie nouvelle qui le surprend par sa violence, et ça ne correspond pas du tout à toutes les maladies, aux classifications nosologiques qui ont lieu. Donc il propose encore autre chose comme ça. Et il y a un certain nombre de descriptions qui sont frappantes. Donc dans une histoire dynastique, il y a, au cours d'une période de 50 jours, plus de 900 000 cadavres furent portés à l'extérieur de la ville pour y être inhumés. Ce chiffre ne tient pas compte de ceux qui étaient trop pauvres pour payer un enterrement. On estime à peu près à 2,4 millions d'habitants la population de Kaifeng à ce moment-là, avec tous les réfugiés autour qui ont fui les troupes mongoles, qui se sont retrouvés à Kaifeng. Et le médecin, Li Cao, dit « Il n'y eut même pas 1 ou 2 habitants sur 10 000 de la capitale qui ne soient pas tombés malades. Ceux qui mouraient de leur maladie se succédaient sans trêve. Chaque jour, à chacune des 12 portes de la capitale, on évacuait entre 1000 et 2000 cadavres. Cela dura pendant presque 3 mois. » Et le médecin signale aussi des épidémies à travers toute la Chine, dans le Tongping, c'est dans le nord-est, dans le centre, Taiyuan, et encore plus dans le centre, à Fengxiang. Et il se trouve que chacune de ces épidémies survint après la levée de leur siège par les Mongols. Donc on en est à une... Là, bon, le temps passe, et je suis trop bavard, mais une des hypothèses aujourd'hui, c'est qu'il y a à partir déjà du XIIIe siècle, déjà d'un point de vue
parce qu'on a eu des études, il y a des études récentes génétiques on commence à mieux connaître l'arbre de Yersinia pestis. On est maintenant tout à fait au courant avec le corona, avec les variants et tout ça. Eh bien, les bacilles aussi ont des mutations. Et grâce à un certain nombre d'études, maintenant, on commence à mieux saisir quelles ont été ces mutations, avec des possibilités de saut de virulence ou de mortalité qui ont dû se passer autour du 11e, 12e, 13e siècle, avec un réservoir qui serait autour de, dans la région au nord du Tibet, qu'on appelait le Coco-Nord, qu'on appelle aussi les montagnes sacrées Tian Shan, hein, qui sont où il y a tout le réservoir, il y a toutes les marmottes possibles et imaginables qui sont là, qui sont prêtes à accueillir. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Je voyais qu'en 2020, on a des cas de peste en Mongolie. Si on chasse la marmotte, qu'on la mange et tout ça, il y a, la peste n'a pas complètement disparu. Hein, sans parler de l'Afrique ou d'autres lieux, mais dans cette Asie centrale, il y a toujours des réservoirs. Et donc, voilà une des hypothèses. Alors, par la suite, on a régulièrement mention dans dans tous les documents, les archives chinoises, d'un certain nombre d'épidémies très graves, ce qui ne veut pas dire, on ne peut pas affirmer que c'était la peste. Mais quand il y a des taux de mortalité qui sont signalés avec 40% de la population, ou 50%, ça dépasse quand même souvent les épidémies, je ne sais pas, de typhus, de choléra, des choses comme ça. Alors, on a qu'est-ce qui fait que ces épisodes qui vont durer après, également au XIVe siècle, hein, il y a un certain nombre d'arguments, taux de mortalité élevé, période de transmission en Europe par les Mongols. Bon, ça c'est anecdotique, mention de la rhubarbe comme médicament, parce qu'il y a de nombreux textes qui disaient les personnes qui consommaient de la rhubarbe ne tombaient pas malades, les autres, oui. Et alors on a cherché, est-ce que la rhubarbe pourrait avoir une action contre la peste? Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Alors, nous sommes maintenant en 1344-1345, juste avant les 1346, Kaffa et tout ça, sachant qu'il est absolument impossible d'imaginer qu'en un an, la peste puisse se transporter face 6000 km en quelque sorte, enfin des milliers de kilomètres de la Chine jusqu'à Kaffa. On a autour de, vous voyez, 1344-1345, qu'est-ce qui est noté dans les documentations chinoises? 1344, sécheresse et criquet, grande famine, épidémie, puis une grande épidémie, ce qui fait qu'on se retrouve pour le chercheur, pour l'historien, non pas avec des lacunes de documents, mais des documents qu'il faut faire parler sans qu'il y ait aucune certitude. Épidémie, certes, peste, pas sûr. Alors, on a parlé aussi des histoires de démographie. Il y a eu quand même des études très sérieuses qui ont été faites. Voilà ce qu'on a pu trouver. Entre 1210, nous sommes encore à une période, enfin, sous l'empire, la dynastie des Song, mais aussi avec l'empire Qin en 1210,
au moment où les Mongols commencent à prendre le pouvoir un peu partout, on estime à environ 108 millions d'habitants l'ensemble de ces empires, avec une chute pour le début des Ming en 1380 à 67 millions. Donc il y a une chute évidente démographique. De là à l'attribuer à la peste, c'est évidemment impossible, sachant de plus que nous sommes à une période de tels bouleversements politiques, militaires, sociaux et économiques, avec la prise du pouvoir en 1279 par les Mongols qui vont pendant 80 ans dominer la Chine, hein, c'est la dynastie Yuan. Probablement, on peut imaginer qu'une présence de la peste, pour ce qui est des conséquences de cette présence, même d'un point de vue démographique, c'est difficile d'être beaucoup plus précis. Je crois que je vais être obligé d'arrêter là, même si j'aurais envie de parler beaucoup encore. Merci beaucoup.